Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Bienvenue à ce webinaire sur la pédagogie de projet. Euh, on propose ce webinaire suite aux échanges qu'on a pu avoir avec les enseignants. Comme vous le savez, à la Fondation, c'est génial, on encourage beaucoup le travail en mode projet, que ce soit dans notre action ESUI Code ou bien dans le concours, c'est génial. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont présentes, qui participent au concours de cette année. En tout cas, ce sujet, il revient régulièrement pendant les échanges qu'on peut avoir avec vous. On a eu plusieurs demandes aussi concernant des ressources de pédagogie de projet, notamment comment identifier des idées, comment organiser les élèves, quelles étapes de gestion de projet à suivre, et puis de manière générale, comment apprendre aux élèves à travailler en mode projet pour développer des différentes compétences qui seront sans doute utiles euh, quand ils rejoindront le monde professionnel. Donc, on est ensemble pour 1 heure et quart maximum pour aborder ces sujets. Alors, le webinaire, il est enregistré, mais il ne sera pas proposé en replay. Donc, il est enregistré pour nous, pour pouvoir reprendre un peu des contenus et vous les proposer en tant que ressources à la suite de ce rendez-vous. On pourra peut-être vous partager aussi le PowerPoint avec l'accord de nos invités. En tout cas, il y aura un mail qui fera suite à ce rendez-vous. On compte sur vous pour participer aux échanges, pour nous partager les idées de projet, nous partager vos enjeux, vos objectifs, vos questions, vos réactions. Et donc, pour cela, vous êtes vivement encouragés et invités à allumer vos micros et vos caméras si vous le souhaitez, pour que ça soit plus convivial. À un moment donné, il y aura aussi un petit atelier, un sous-groupe avec un court temps de restitution à l'oral, donc pour lequel les micros seront nécessaires. Mais pas de stress, il n'y a pas d'enjeu. L'intention, c'est vraiment de partager, d'échanger, de co-construire. Alors, j'anime ce webinaire avec mon collègue Guillaume, que vous connaissez déjà, qui anime pas mal de nos webinaires. Et puis, on a des invités ce soir. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je précise que ce webinaire il est organisé en partenariat avec le dispositif IDE de la région académique des Hauts-de-France, qui est représenté par Pascal Lefebvre. Donc, Pascal, on te laisse te présenter, peut-être dire un mot un peu sur ce dispositif. Ok, merci Alexandra. J'en profite pour saluer tous les auditeurs. Alors, moi, je suis chargé de mission d'un dispositif qui s'appelle ID, qui veut dire Innovons, développons l'esprit d'entreprendre. Alors sur les territoires de Hauts-de-France, donc l'émission, c'est surtout de promouvoir l'entrepreneuriat scolaire. Alors, ce dispositif est unique dans les Hauts-de-France. Il a été créé en 2012 au sein de l'Académie de Lille et moi, je suis de l'Académie d'Amiens. J'ai rejoint ce dispositif en 2020 et j'œuvre pour développer l'entrepreneuriat scolaire. Donc, les missions principalement, c'est d'informer sur l'éducation à l'entrepreneuriat et de conseiller sur des offres de formation et d'action dans ce domaine. Et c'est surtout de mettre en lien les équipes éducatives avec de nombreux acteurs qui œuvrent déjà sur les territoires pour développer l'entrepreneuriat scolaire. On les connaît principalement, les actions phares, c'est la mini-entreprise, que ce soit en collège ou en lycée. Voilà pour la présentation. Alors, je reprends la main rapidement. Donc, je suis Guillaume, médiateur scientifique et numérique, notamment sur l'action Yes We Code. Et justement, l'objectif, parmi les objectifs du webinaire de ce soir, c'est de vous initier à passer en mode projet. Tout le matériel du kit Yes We Code permet justement cette genèse. On va parler d'idéation ensuite. Et avant de se lancer dans le projet, c'est sans doute nécessaire d'identifier les différentes étapes de cette démarche de projet. C'est ce qu'on va voir avec Pascal. Et puis justement de générer des idées à partir du matériel, à partir des capteurs, du kit, des cartes,
Voilà, tellement de possibilités. Eh ben, quels outils sont à notre disposition pour générer des idées, être créatif et aller le plus loin possible avec tout le matériel qui est mis à disposition et surtout donner la parole aux élèves, qu'ils soient au collège et lycée, qu'est-ce qu'ils ont, eux et elles, à proposer. Voilà les objectifs du webinaire de ce soir. Alors, voici les sujets que nous allons aborder. Donc, on fera une brève introduction sur la pédagogie de projet. On verra aussi la démarche de projet entrepreneurial. Euh, on essaiera de voir aussi les grandes étapes d'un projet. C'est là qu'on fera l'activité en sous-groupe. On verra un peu plus dans le détail chaque étape de la démarche de projet. On fera un point sur l'idéation pour bien expliquer en quoi ça consiste. Et on verra un outil de gestion de projet qui s'appelle Trello, très intéressant au niveau pédagogique. Et un temps pour les partages d'expériences qui, à la fin, une petite conclusion. Hop. Alors, qu'est-ce que le projet, la pédagogie de projet? Alors déjà, c'est intéressant de définir ce que c'est qu'un projet. Hein. Alors, je vais juste donner une définition d'eux, on ne va pas faire trop de descendants, mais bon, c'est pour en poser un peu le contexte. Alors, un projet, en fait, c'est un ensemble d'actions pour pour arriver à un résultat attendu. En fait, c'est un peu une définition assez simple. Et c'est aussi des actions qui sont décomposées en tâches à se répartir avec les membres d'une équipe. Voilà. Alors, par contre, si on parle de la pédagogie de projet pour l'élève, c'est l'application pratique des connaissances. Mais c'est aussi le développement de ce qu'on appelle les compétences douces, qu'on appelle aussi soft skills. Ces compétences, elles sont vraiment importantes en entreprise parce qu'elles favorisent la communication et le travail en équipe, mais surtout, elles développent l'agilité, c'est-à-dire cette capacité de permettre aux personnes de garder le cap face aux transformations profondes euh, qui nous imposent en fait les nouveaux métiers et les sociétés modernes. Alors pour finir, au niveau définition, il y en a une qui est vraiment importante pour moi, c'est le mot entrepreneuriat. Euh, et qu'est-ce qui caractérise un projet entrepreneurial? Alors là, je suis sur la raison d'être un peu du dispositif idée, le dispositif dans lequel je travaille. C'est un projet entrepreneurial, c'est le fait qu'il réponde à une problématique, à un vrai besoin, et si possible, un besoin identifié par les élèves. Et je sais que Guillaume, qui va intervenir tout à l'heure, va, je pense, insister sur ce point ou le mettre en évidence. Euh, Et je crois que tu nous avais préparé quelques exemples aussi. Trois projets, dont deux qui ont été proposés dans le cadre de l'action Yes We Code aussi, pour illustrer justement ce côté entrepreneurial peut-être. Oui, c'est tout à fait ça. Là, sur ces différents projets, que ce soit le projet webcam, le casque ou le lave-tes-mains, on a voilà, une forte visée entrepreneuriale, ce qui rend vraiment intéressant les projets. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous demander si vous avez des exemples de projets avec cette petite caractéristique entrepreneuriale. Euh, que vous amenez avec vos élèves? Et si oui, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples dans le chat en précisant simplement le quoi, c'est-à-dire à quoi a servi le projet? Et c'est vrai que là, sur ces projets, on voit tout de suite enfin, le besoin, euh, ce qui le caractérise. Moi, je vois par exemple le casque, ça m'a parlé assez rapidement en me disant waouh, waouh, ça c'est une bonne idée parce que moi j'ai une trottinette. Quand je suis en trottinette puis que je veux indiquer
ma direction, c'est casse-gueule, quoi. Et je me suis dit que, alors ça répondait vraiment à un besoin qui a été bien identifié par les élèves. Et je me dis, bah, s'ils le font, je suis prêt à en prendre un, quoi. Et il y a ce côté, voilà, utilité que je trouve assez fort. Pareil dans le projet webcam et dans le lave-main, mais là, Guillaume, il pourra nous en parler un peu plus dans le détail, mais surtout comment il l'a mené, ce projet. Mm. Euh, Est-ce qu'il y en a peut-être qui souhaitent allumer le micro pour nous partager un peu des projets sur lesquels ils travaillent ou qui ont été déjà réalisés? Bonjour à tous. Bonjour. Euh, moi, c'est dans le cadre d'un Fab Lab, en fait. Voilà, donc c'est assez récent. Cette année, l'année dernière, on avait essayé sur plutôt des jeux en bois. Cette année, on va plutôt aller sur la robotique. Voilà, donc c'est pour des élèves de sixième et cinquième, principalement. Peut-être quelques élèves de troisième. Et il n'y a pas encore de projet vraiment défini. On voulait faire repartir un petit peu sur le jeu du foot, avec peut-être des améliorations, des idées. Mhm. Voilà, c'est le début du projet actuellement, quoi. C'est pour ça que je suis là. Il n'y a pas encore vraiment de thème bien précis. Vous êtes sur quelle académie? Alors, je suis sur l'académie de Montpellier, D'accord. à côté de Perpignan, précisément, pour le collège. Voilà. Ok, chouette. Oui, effectivement, le projet Terrain de foot connecté a pas mal fonctionné. C'est un projet qui a été initié par l'Académie de Bordeaux et repris par plusieurs académies. D'accord. Euh, Après, il y a une poubelle connectée qu'il faudrait faire. Bon, après, bon, techniquement parlant, c'est un peu compliqué quand même pour des élèves de 6e, 5e. Mais voilà, bon, il y a des choses qui commencent à arriver. Ou un autre projet, qui est en cours, ce serait pour permettre aux personnes à mobilité réduite, handicapées, de pouvoir ramasser un objet par terre. Voilà. Qu'ils puissent piloter un petit robot qui leur ramène, voilà, avec un monte-charge. Voilà. Mais bon, c'est à l'étude de projet, uniquement. Ah bah, ce sont des belles idées, je pense, qui répondent complètement aux propos de Pascal, hein, de répondre à un besoin sociétal, environnemental et d'avoir une utilité aussi. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent Et s'exprimer? Alors moi, je suis sur l'Académie de Lille. Je suis sur Tourcoing et dans un collège REP. J'ai beaucoup de mal à faire des mots, on va dire, sur enfin, voilà, à faire trouver des idées à mes élèves. L'année dernière, on était parti sur un système comment dire, de récupération de données de température pour notre directeur parce que on a des moments où on a très froid ou trop chaud dans les salles. Mais on n'a pas pu venir à bout parce qu'en fait, moi, je menais le projet sur un temps du midi et donc j'avais une présence des élèves très irrégulière. Et puis là, cette année, les élèves voulaient partir plutôt sur une machine de Rupelberg, c'est-à-dire une machine qui fait quelque chose de plutôt, enfin, au lieu de faire la tâche simple, la fait de façon complexe avec tout un cheminement, un peu comme les systèmes une réaction en de... chaîne, c'est bien ça, hein? Comment? C'est Pardon? une réaction en chaîne, c'est ça? Ouais, c'est des réactions en chaîne, ouais. C'est Euh, super ça. ouais, mais c'est pas... Enfin, voilà, euh, ils ont... Enfin, voilà, c'est pas toujours... Mais... Et puis donc, alors, enfin, là, je la fais toujours dans un atelier et en fait, mais je fais réutiliser certains moments par les classes en fait de 5e, 4e. Ok, bah, merci beaucoup pour ces partages. Euh, on continue, Pascal? Hmm. Hop. Ah, voilà, on arrive déjà à l'atelier. Voilà, on arrive déjà à l'atelier. Donc là, on va vous proposer de réfléchir ensemble en atelier à comment définir les grandes étapes d'un projet. On va se limiter à 4 étapes. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'en discuter en sous-groupe. Alors, pendant 10 minutes, je ne sais pas si c'est ce qu'on avait défini, mais à peu près, on va essayer de cadrer. Mhm. Euh, et puis, essayez de voir si en atelier, vous pouvez vous mettre d'accord sur les grandes lignes. Est-ce que vous avez la même vision par rapport à ces grandes étapes pour bien formaliser la démarche? Puis ensuite, on prendra un temps pour débriefer. On reviendra tous
ensemble pour faire un débrief, mais pas forcément sur vos productions, mais sur le fait, sur un petit temps bêta, est-ce que ça a été facile de trouver les grandes étapes? Est-ce que vous avez la même vision de la démarche? Voilà, on fera un petit point là-dessus. Donc là, c'est ma collègue Alexandra qui répartit les groupes, donc qui utilise les fonctionnalités de Zoom pour procéder à la répartition dans les différents sous-groupes. Donc on ne verra plus l'ensemble des participants. A priori, je pense qu'il va y avoir combien de groupes, Alexandra? Deux, je Je pense. pense que 2 groupes, oui, tout à fait, ouais, ça me paraît bien. De travail, donc on va être répartis. Effectivement, on était parti sur un temps de 10 minutes. Si jamais on était très efficace. Mais effectivement, l'objet, c'est de travailler en sous-groupe. Et vous le savez bien, plutôt qu'en classe entière, des demi-groupes, c'est toujours plus simple. Bon, bah là, c'est pareil. Diminuer le nombre de participants pour faciliter la prise de parole, les échanges, identifier ces étapes. Euh, Peut-être que des étapes vont émerger plus facilement que d'autres. Peut-être que dans un sous-groupe, il y aura plus que 4 étapes ou moins que 4. Je ne sais pas. Peut-être que 4 n'est pas la bonne réponse. Je ne sais pas. Donc, on est justement ouvert à toutes vos idées, justement. Comment vous procédez, soit vos retours d'expérience et quel que soit votre, euh, votre niveau d'expérimentation des projets, euh, ce temps d'échange est toujours intéressant. Donc, même si vous n'avez jamais initié un projet, c'est intéressant de voir justement, de prendre ce temps-là et de proposer des idées. A priori, vous commenceriez par quoi? Et ensuite, et ensuite, et ensuite. Voilà, on essaye de découper schématiquement la démarche projet. Et puis, alors je préfère vous prévenir, c'est toujours un peu frustrant, soit Alexandra, soit moi, soit le temps, au bout de 10 minutes, mais la coupure et le retour en travail collectif, ce temps de retour est toujours un peu abrupte au moment où les salles redeviennent communes. La prise de parole, généralement, quelqu'un est en train de faire émerger une nouvelle idée et voilà, le temps est imparti, on se retrouve de nouveau en groupe et voilà, je préfère vous prévenir pour Mm. essayer de mettre un peu de bienveillance. Ce retour au collectif est parfois vécu un peu sèchement. Voilà. Mais c'est Mais pour qu'on puisse vous allez continuer et que avoir, Pascal puisse, vas-y, pour que vas-y, Guillaume. Pascal puisse nous proposer les temps de projet, une proposition de 4 étapes ou plus, je ne sais pas, hein, peut-être que 4 n'est Mm. pas la réponse. Alexandra, je te laisse procéder à la répartition Oui, j'ai fait la en salle de travail. répartition. Vous allez avoir aussi un compte à rebours de 60 secondes qui va s'afficher. Donc 60 secondes avant la fermeture de la salle. Donc voilà. Après, avec Guillaume, on va vous mettre des petits messages, des petits rappels si jamais il y a trop d'idées et vous êtes trop dedans. Donc hop, là, j'ouvre toutes les salles et on se retrouve donc dans 10 minutes en salle principale Avec un porte-parole. avec un porte-parole. Tout le monde est revenu, sain et sauf. Oui, on est là. Tout le monde est revenu. Il y a même des personnes qui nous ont rejoints, comme c'est souvent le cas. Donc, merci aux personnes qui nous ont rejoints en cours de webinaire. Il y a d'ailleurs eu une question, je la pose maintenant. On comptait partager des contenus, notamment soit une présentation PDF ou le support en PowerPoint si Pascal et Guillaume n'y voyaient pas d'inconvénient. Et il y a également la question qui a été posée de savoir si l'enregistrement pouvait être envoyé aux seuls participants de ce webinaire. Ok, on peut. De mon côté, ouais, je trouve ça. Nous, à la Enfin, Fondation, on n'y il n'y a voit pas pas de problème. d'objection, effectivement, puisque c'est nous Mm. qui allons récupérer l'enregistrement. On peut tout à fait le diffuser, mais il faudrait que tous les participants, donc Guillaume Fontoli nous dit OK, Pascal, OK aussi. Donc, Mm. à l'inverse, ce serait plutôt s'il y a une des personnes qui voit une objection, on ne le diffuserait pas et il suffirait d'une personne pour que ça ne se fasse pas. Voilà. Voilà. Et il nous faudrait Vous avez tout aussi à fait. récupérer vos adresses mail, du coup, parce que là, je vois des prénoms, enfin, on n'a pas tout à fait
tous les contacts. Mais si vous pouvez nous laisser dans le chat à la fin du webinaire votre adresse mail, comme ça, on vous envoie le replay. Alors, pour la restitution, est-ce que le groupe 1 veut bien se lancer? C'est Anne-Sophie qui va se lancer. Merci à elle. Ah, merci Anne-Sophie. Vous avez le micro coupé. Alors voilà, notre groupe, déjà, on était fortement influencés parce qu'on est plusieurs profs de techno et un prof de sciences physiques. Oui. Et je pense qu'il y a une ou deux personnes qui sont peut-être arrivées à la fin, mais on n'a peut-être pas eu le temps de poser la question. Donc la première étape, donc voilà, c'était de trouver des idées d'abord sur les besoins, les fonctions, les contraintes, les définir, donc réaliser un cahier des charges. La deuxième étape, de planifier et de répartir les tâches. La troisième étape, la réalisation. Et la quatrième étape, l'évaluation et la validation de ce qui avait été, par rapport à ce qui avait été prévu. Voilà. Super, merci beaucoup. Vous avez bien travaillé. Est-ce que Pascal, de notre côté, dans le groupe 2, tu veux bien partager? Il y a des choses qui se ressemblent. Mais tu as le micro coupé. Je ne m'étais pas rendu compte qu'on m'avait coupé le micro. Oui, donc je me suis désigné porte-parole. Il n'y a pas eu de candidature pour notre groupe. Et alors, il y a une première proposition assez rapide sur 3 étapes, c'est-à-dire élaboration du cahier des charges. Après, une étape sur des essais avec le prototypage et après la validation. Et puis est venu après un échange sur ah oui, mais il y a quand même la recherche d'idées. Donc faire passer ça comme une étape principale et de le mettre en priorité avant. Et puis après, il y a eu, alors là aussi, peut-être par le fait d'avoir peut-être des profs de technologie, mais une démarche qui est l'analyse fonctionnelle, enfin, l'analyse du besoin, l'analyse fonctionnelle, la rédaction du cahier des charges, de la modélisation, de la simulation, du prototypage, la validation de la solution, etc. Voilà. Mais là, on sent alors, une démarche. Est-ce qu'on l'appelle démarche de projet? Est-ce qu'on l'appelle démarche voilà, des sciences industrielles ou des sciences de l'ingénieur? On pourra avoir un échange aussi là-dessus. Et par contre, ma petite remarque, moi, dans le groupe, ça a été, wow, pour moi, il y a une étape primordiale, hyper importante, on l'a un peu omis. On passe Et vous allez la voir ici. à ta proposition, Pascal? Oui, alors, ça, c'est une proposition pour dire d'avoir quelque chose d'un peu générique. C'est vrai que dans tout projet, dans tout type de formation, si on analyse les programmes et les référentiels, finalement, on rencontre ces 4 grandes étapes. Alors, le déclenchement. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous connaissez le chef-d'œuvre, mais en lycée professionnel, depuis 2 ans, ils ont lancé le chef-d'œuvre, qui est pour moi un projet entrepreneurial, parce que vraiment, il reprend les grandes démarches de projet. Ils ont appelé ça aussi la première grande étape, le déclenchement. Mais on peut mettre le nom préétude, idéation, faisabilité, etc. On peut mettre des choses comme ça. C'est ce qu'on va trouver, c'est ce qu'on va trouver dans cette première étape. Et c'est vrai que c'est une question de vocabulaire, mais à partir du moment où on a intégré 4 grandes étapes et qu'on sait à peu près ce qu'on y fait, ça a vraiment un intérêt pour être au clair par rapport à la démarche de projet, être encore plus au clair avec les élèves quand on leur explique comment on va travailler ensemble et pas forcément avec plein de détails des référentiels. Après, il y a l'élaboration de la démarche. Et dans l'élaboration de toute la démarche, on va voir toute la préparation, la liste des tâches qu'il va falloir réaliser, la planification. Gérer la planification, c'est quelque chose de très important. Et aussi identifier toutes les ressources dont on va avoir besoin. Puis des risques qu'on peut aussi prendre, donc anticiper certaines choses. Et ça, tout ça, c'est dans l'élaboration de la démarche et c'est valable dans tout projet. Après, bon, il y a la mise en œuvre avec la réalisation, le prototypage, des simulations. Quand on est dans le technique, ça va être
la programmation, un tas d'actions, c'est vraiment le déroulement du projet. Et pour moi, la phase vraiment essentielle et qui est plutôt importante, c'est l'évaluation. Donc, de mesurer, alors l'évaluation de quoi? C'est une vraie question à se poser quand on est en projet. Et aussi, bon, si on met la focale sur le projet, c'est mesurer les écarts entre le livrable et le cahier des charges, puisque c'est vrai que le cahier des charges, il va être dans la phase de déclenchement quand on travaille. Mais aussi, et ça, en tant qu'enseignant, on sait que c'est quelque chose de très important, c'est la focale sur l'élève et les compétences qu'aura développées l'élève à travers ce qu'il a fait dans la démarche de projet. Alors c'est vrai qu'il n'y aura pas que les compétences techniques, et c'est vrai qu'on a tendance, surtout quand on est prof de technique, comme moi je l'ai été, à mettre la focale sur les compétences techniques. Il y a aussi ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les soft skills, toutes les compétences transversales qui sont développées à travers le projet. Je refais référence à chef-d'œuvre en lycée professionnel. Au niveau de l'oral, on leur demande juste d'expliquer leur démarche et comment ils ont travaillé en projet. Donc, c'est quelque chose d'assez important parce qu'il faut leur apprendre à expliciter l'idéation, comment j'ai fait. Voilà, moi, je suis passé par telle étape, j'ai planifié, je me suis organisé, on a donné des rôles. On attend que tout ça d'eux, c'est d'expliquer la démarche et ce qu'ils ont développé comme compétences. Donc, c'est quelque chose d'assez important pour les élèves que vous avez peut-être maintenant et qui partiront soit en lycée professionnel et voire même après en bac. Et donc, il y a ces grandes 4 étapes, mais il y a aussi plein de sous-étapes avec plein d'actions qu'on doit prendre. Alors, vous voyez, ça, c'est un petit schéma qu'on a fait, nous, chez ID, pour expliquer aux enseignants les grandes lignes et avoir un schéma simplifié, un peu sous forme de carte heuristique. Et encore, entre nous, on n'était pas trop d'accord. Moi, sur la phase 1, je demande à revoir ce document et la mettre phase de déclenchement, parce que moi, l'idéation, elle est plutôt en sous-catégorie. Mais sinon, après, on retrouve, et puis moi, j'aime bien le mot organisation. Dans ces cas-là, on va retrouver tout ce que j'ai dit tout à l'heure, définir les tâches, faire le rétro-planning, attribuer des tâches, estimer des ressources et les besoins dont on a vraiment besoin. Et puis après, tout ce que l'on fait dans l'évaluation. Parfois, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est on a fait un projet, on fait le bilan, mais le côté, comment on peut pérenniser notre projet? Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'il peut être repris plus tard? Tout ça, c'est des vraies questions à se poser. Sachant que quand on fait un projet, dans beaucoup de programmes, et c'est comme ça, il y a ce qu'on appelle les revues de projet, c'est-à-dire tous ces points d'arrêt, tous ces pas de côté que l'on fait à chaque étape pour bien accompagner et puis regarder si tout se passe bien et si on avance dans le bon sens. Alors, je voulais juste rajouter des petites choses. Nous, on développe des activités de coopération pour apprendre aux élèves à coopérer pour que ça se passe le mieux possible dans les projets, parce que souvent, il y a des difficultés au niveau des compétences à coopérer des élèves, et aussi des activités pour développer leur capacité réflexive, c'est-à-dire qu'ils sont acteurs de leur apprentissage et doivent d'eux-mêmes, petit à petit, apprendre à gérer les problèmes qu'ils rencontrent avec des méthodes. Donc, c'est pour ça qu'il y a une forte approche réflexive et aussi des exercices de temps en temps de coopération à donner. Et on utilise aussi des outils de l'intelligence collective qui sont de plus en plus utilisés pour mener à bien des projets. Je pense, alors je mets des noms comme ça, mais vous pourrez les rechercher sur Internet. Les méthodes de réflexion avec les 6 chapeaux de Bono ou le co-développement qu'on appelle codev, etc. Il y a plein d'outils. Donc là, on a un exemple aussi d'outils de planning de projet, diagramme Gantt. Est-ce que tu as été peut-être un petit peu dessus? Oui, alors, des outils, il en faut pour travailler en démarche de projet. L'un des premiers outils, c'est le diagramme de Gantt, l'outil le plus simple, dans lequel on voit les tâches, la durée des tâches, et on peut aussi, avec les logiciels, savoir quelle est la ressource, qui va travailler sur cette tâche-là. Et ce qu'on ne voit pas ici sur ce diagramme de Gantt, mais c'est très intéressant de voir comment les élèves, eux, organisent leurs tâches. C'est de voir qu'on peut avoir des tâches en parallèle, qu'il y a des tâches qu'on ne peut pas démarrer si on n'a pas fini les autres. Donc tout ça dans les diagrammes de Gantt, on peut le faire apparaître. Parce que quand c'est très linéaire comme ça, quelque part, on peut se poser des questions en disant est-ce qu'on va vraiment être efficient si on fait les tâches les unes derrière les autres? Mais là, on est sur une démarche
Guillaume pourra peut-être nous en parler tout à l'heure parce que c'est lui qui travaille sur ce planning. On est dans une démarche qui, elle, se fait bout à bout comme ça, mais quand on redécompose et qu'on met des tâches avec les élèves, on peut avoir des tâches en parallèle et des diagrammes qui sont un peu différents. Super. Hop, pardon. J'ai sauté un peu des slides. On était sur la roue. Donc Oui. ça, c'est aussi un autre Très, schéma. très simplifié. Ouais. Alors, en fait, le CCE, l'Office central de la coopération à l'école, ils montent beaucoup de projets avec les coopératives. Et ils utilisent ce modèle comme démarche de projet pour les petits, hein, pour pouvoir les accompagner et travailler chaque étape. Alors là, ils en ont 4 aussi, mais ils parlent, eux, de faisabilité, de réalisation, de bilan d'étape et d'évaluation. Voilà, c'est simplifié, c'est des questions, mais moi je trouve que c'est des questions qui nous éveillent déjà et qui portent notre attention sur ce qui est important, les questions importantes à se poser quand on fait un projet. J'ai envie de poser une question qui me vient comme ça. Est-ce que ça pourrait se faire de déjà poser aux élèves à eux-mêmes et à elles-mêmes la question de savoir comment eux et elles voient un projet? Ben, moi j'avais Est-ce que tendance à l'exercice travailler de comme ça. style qu'on vient de faire en C'est sous-groupe, ça. de quelles sont les étapes d'un projet, est-ce que Mm. déjà ce ne serait pas une question intéressante à poser aux élèves pour justement lancer, initier cette phase de projet, de se dire alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va bille en tête ou justement est-ce que ça laisse déjà émerger la nécessité de découper en différentes phases? Tout à fait. Et j'avais tendance à faire comme ça avec mes élèves quand j'abordais la démarche de projet. Et je le fais aussi en formation avec les enseignants. Et je travaille cette démarche en même temps en parallèle avec un outil Trello. En même temps que j'explique la démarche, je construis un outil qui va me permettre de gérer le projet. Alors, l'idéation, donc ça a été évoqué hein, dans l'exercice. Oui, on en a parlé comme une phase cruciale, hein, du déclenchement du projet. Alors, on va juste dire quelques mots, hein, pour que chacun comprenne ce qu'on met derrière le mot idéation. Donc, l'idéation, c'est juste un processus qui consiste à produire un maximum d'idées dans un délai court, en général. La technique la plus simple et la plus connue, c'est la technique du brainstorming. Évidemment, il en existe d'autres, hein. Donc, pour mener une idéation, on peut utiliser un tas de techniques, hein. Il y a le brainstorming inversé, puis on en verra, enfin, on peut en trouver d'autres. Moi, je trouve que déjà, faire un bon brainstorming, c'est quelque chose d'efficace et qui marche bien. Alors, il faut savoir qu'on passe toujours par 2 phases. On passe par une phase de divergence où le but, c'est de générer beaucoup d'idées. Mais après, dans un second temps, on va passer à une phase de convergence où il y aura un choix à faire. Donc, pour réussir la phase d'idéation, c'est important, on le sait, il faut poser un cadre et des règles. Nous, on utilise un moyen mémotechnique pour le faire, c'est la méthode du CQFD, c'est-à-dire le C comme censure interdite. Toutes les idées doivent être prises, c'est la quantité qui prime, et surtout, on évite l'autocensure. On dit vraiment tout ce qui nous passe par la tête. Et ça peut paraître facile quand on le dit comme ça, mais moi j'en ai vu, j'en ai observé des séances d'idéation où souvent on commençait à passer déjà dans la phase rapidement de convergence et on bridait déjà les idées. Donc Q comme quantité d'idées, bah, c'est ce que j'ai dit, hein, ce qui est important, c'est la quantité, non pas forcément la qualité. Et le F comme farfelu, il ne faut pas avoir peur de sortir des trucs qui sont complètement loufoques. Et puis il y a le D de démultiplication, et ça, c'est le facilitateur qui va pouvoir apporter ça, c'est de faire rebondir les élèves sur les propositions des uns et des autres et de faire ce qu'on appelle des associations d'idées. Et ça, c'est important et ça se fait beaucoup aussi dans le verbal. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, on prendra un temps aussi pour y répondre.
Alors, Pascal, un mot assez rapide sur le design thinking. Ouais, du Si coup, je vais le faire assez rapide. Juste, au moins, les personnes auront entendu ce nom. C'est de plus en plus utilisé, nous, au niveau des actions, parce que c'est, si on veut mettre en place de l'innovation et la réussir, passer par ce processus est beaucoup plus important, mais un peu plus long à prendre en main. Voilà. Ce qu'on appelle le design thinking. J'en dirai pas plus parce qu'il y a un tas de ressources et de vidéos très très bien faites sur la base qui expliquent chaque phase. Immersion, on travaille beaucoup le besoin. Définir, on est vraiment sur une problématique claire et on fait la phase d'idéation seulement après. Voilà. Hmm. Et enfin, un peu du concret aussi, un outil que nous, à la Fondation, c'est génial, on utilise aussi beaucoup en interne, le Trello. Alors, je vais aller vite aussi parce que sinon, sur le partage d'expérience, ça va être court. Donc, c'est pareil sur le site, sur leur site Trello, ils ont un guide qui est vraiment bien fait. Si on le prend, les exercices sont faits en 1 heure, on peut l'avoir en main. Le principe, il est simple, c'est qu'on travaille avec des tableaux. Sur ce tableau, on peut créer des listes. Et dans chaque liste, il va y avoir des cartes. Et ces cartes peuvent représenter, voilà, une tâche que l'on aura à réaliser. Et on peut mettre un tas de paramètres qui vont nous être utiles, comme par exemple la description de la tâche. On peut joindre des pièces importantes. Euh, tout ce qui est activité, tout ce qui se passe automatiquement, ça va être renseigné en bas de la fiche. On peut aussi utiliser des étiquettes pour dire que les tâches sont prioritaires. On peut inviter des membres qui vont travailler avec nous sur cette tâche-là. Ils vont recevoir des notifications si on a fait quelque chose pour éviter de s'envoyer tout le temps des mails et puis de se faire des... Voilà, on est au courant de tout ce qui se passe dans un projet et pour ça, il est collaboratif et très intéressant. Il y a même une option calendrier qu'on peut utiliser pour le rétro-planning éventuellement du projet avec des rappels. Oui, exactement. Oui, on peut rajouter des choses. C'est ce qu'on appelle les power-up dessus. Enfin, ouais, il y a plein d'options après derrière encore possibles. Et du coup, c'est une licence qui peut être gratuite ou pas? Question. Alors, gratuit, RGPD, Ouais, donc d'accord. aucun souci pour l'utiliser. D'accord. Ça ressemble pas mal au Padlet en termes de fonctionnement avec deux C'est ça. systèmes de cartes, sauf qu'il y a beaucoup plus d'options de fonctionnalités sur Trello. Elle existe une application téléphonique aussi. Alors, c'est vrai que nous, chez ID, c'est un gros projet, donc chacun a des dossiers. Donc, moi, j'ai mon téléphone et parfois, ça me permet aussi de consulter certaines fiches. D'accord. Et du coup, si c'est RGPD, il y a une liaison avec les ENT des différentes académies? Ou c'est un nom, est-ce que les élèves, pour l'utiliser, eux, ils peuvent l'utiliser en RGPD, vous dites? Avec- À travers la passerelle? Alors, ça, après, au niveau de la passerelle, je ne sais pas trop. Vous savez pas, Après, d'accord. chaque académie ou chaque Hmm. référent numérique a peut-être enfin, un cadre particulier, ça, je ne sais D'accord. pas. D'accord. Et vous pouvez l'utiliser avec les élèves, en tous les cas. Ouais. Hmm. Pas de souci. D'accord, merci. Peut-être avant de laisser la parole à Guillaume Fantoli pour son retour d'expérience, peut-être qu'il est aussi possible, en bon vieil outil papier, un peu comme un chemin de fer Hmm. dans la presse ou dans l'imprimerie, et dans l'idée aussi de l'idéation qui peut se faire avec des post-it. Je pense que les différentes phases, doit être possible, voire parfois peut-être préférable pour garder une trace toujours en visuel, de se faire un Trello sous forme papier, Hein. Mm. d'avoir une trace papier très visuelle, Hmm. surtout si pour certains enseignants ou enseignantes, vous avez une salle dédiée, que les élèves ont un espace identifié et que on garde une trace déjà pour, voilà, c'est mon projet, il est là, il est visible, visuellement pour tout le monde, y compris d'autres personnes qui viendraient dans la classe. C'est ce qu'on fait beaucoup en école primaire, hein. Mais garder une trace et on voit l'avancement du projet, tout le monde le voit, tout le monde voit à quelle étape je participe, où ça Hmm. avance. Il peut éventuellement y avoir un Gantt en temps réel avec des post-it qui nous disent, voilà. Donc il y a plein de Hmm. formes plein de manières différentes
de donner corps, de donner vie à ces projets, de voir qui fait quoi, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et puis, j'ouvre quand même une autre parenthèse dans la parenthèse. C'est vrai que dans le cadre du projet Yes We Code, on vous demande à la fin, nous, un concours sous forme d'une vidéo de projet. Mais c'est vrai que même si c'est pas une vidéo aboutie qui devait participer pour le concours, même si ça devait être pour vous une prise de photo, un compte rendu à montrer à vos collègues, aux familles, une rencontre parents-prof, que sais-je, enfin voilà. Même si c'était pas abouti sous la forme d'une vidéo, je pense que tous les retours d'expérience que vous allez pouvoir accumuler, ne serait-ce que pour les élèves eux-mêmes, ça fait partie intégrante pour moi d'un projet, non pas de la finalité du projet, mais de je participe à un projet, je m'inscris à un projet, je suis une dent de l'engrenage qui fait que le projet avance. Et donc, toutes ces étapes-là, je pense, sont importantes pour les élèves. Mm. Mais je vais arrêter de parler et je vais laisser la parole pour le retour d'expérience d'un autre Guillaume, Guillaume Fantoli, qui était là avec nous depuis le début. Guillaume, je te laisse la main. Alors, merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis Guillaume Fantoli, je suis professeur de technologie au Collège Gérard Philippe de Soissons, un établissement REP+, qui a connu vraiment toutes les phases de l'éducation prioritaire, et je viens vous raconter un peu comment est-ce que l'on met en place la démarche de projet au Collège Gérard Philippe. Donc, cette démarche de projet, on la met en place dans deux cadres différents. Je la mets en place dans deux cadres différents. Le premier de ces cadres, c'est un atelier codage et robotique, donc qui est mis en place et qui existe depuis un peu plus de 3 ans. Donc, il accueille 15 élèves. Alors, c'est toujours quelque chose de très variable. J'ai encore des inscriptions en ce moment. Et sur lequel on part avec un projet commun. Donc, j'accueille des élèves de la sixième à la troisième. Les élèves de troisième qui sont là sont présents depuis 4 ans dans l'atelier. Et aujourd'hui, c'est eux qui vont dynamiser l'atelier et même, je dirais presque le piloter. Donc Anne-Sophie, je crois que tu disais tout à l'heure aussi que tu travaillais dans le cadre d'un atelier autour du projet. Et donc le second cadre qui me permet de mettre en place la démarche de projet, c'est dans nos classes de troisième. Donc on a des classes qui sont à 24-25 élèves et pour lesquelles on a choisi de mettre en place un projet différent par îlot. Ce qui nous fait, donc c'est des îlots de 4, on a 6 projets par classe, différents et à gérer. Alors, pour les classes de troisième, la phase d'idéation dont on parlait, dont Pascal vous a parlé juste avant, elle va se dérouler en plusieurs parties. La première, ça va être la mise en place de la démarche CQFD. Donc, Pascal vous l'a dit, hein, zéro censure. Ce qui nous importe, c'est la quantité. On prend le farfelu et on peut démultiplier. Et pour les îlots pour lesquels cette démarche ne suffirait pas, euh, on va passer par le CDI, aller regarder les journaux, etc., pour trouver un peu ce qui peut nous irriter dans l'actualité. Donc tout ce qui va gêner les élèves et quelles solutions ils pourraient envisager pour éviter les problèmes de société qu'on va rencontrer justement dans la presse. Et enfin, la toute dernière, si cette deuxième phase d'idéation ne fonctionne pas, on va se poser avec les élèves, discuter de leur passion. Alors, par exemple, pour les élèves sportifs, on va leur demander ce qui peut leur manquer pendant l'entraînement, ce qui va leur permettre, par exemple, de voir qu'ils progressent. Et bien souvent, on va être pas sur des données factuelles, sur de l'interprétation, hein, dans l'évolution de leurs résultats. Et dans ce cas-là, voir comment est-ce qu'on peut mettre des chiffres et avoir des données probantes sur leur entraînement. Donc voilà les 3 phases que je vais utiliser en tout cas pour les élèves de troisième. Alors là, je vous propose les projets de cette année, donc tous les projets qui sont mis en œuvre. La première colonne, 3A, 3B, il n'y a qu'un seul projet, mais c'est mes classes de SECPA. Et pour mes classes de SECPA, j'ai trouvé plus judicieux de partir sur un seul projet, ce qui permettait d'avoir une émulation un peu plus importante parce qu'en îlot, c'est très compliqué pour eux. Donc voilà, avec une classe Et, complète, ça permet de trouver des solutions fonctionnelles plus facilement.
Mais Guillaume, Et pour les moi autres, je réagis, ça veut dire que c'est tous les élèves qui ont imaginé tous les projets, les idées et tout ça. C'est eux qui ont tout fait. c'est ça. Les idées viennent d'eux. Sauf pour bah, les trois groupes là qui vont se surligner. Donc là, c'est trois groupes pour lesquels la recherche d'idées n'a pas abouti et pour lesquels moi j'ai proposé un projet. Donc l'ouverture automatique de fenêtres, c'est un projet qui va ouvrir la fenêtre quand c'est utile pour réchauffer ou refroidir la salle, avec une position été, une position hiver. Donc voilà pour ce sur quoi on va partir cette année. Je vous avouerai que le fait de travailler comme ça fait peur au départ. De se dire, dans mes classes, je vais avoir 6 projets différents à mener. Faut être capable de prendre un peu de recul, mais aussi de se dire, allez, on y va. Parce qu'on n'a pas toujours l'idée non plus. Moi, ma plus grande inquiétude au départ, c'est de me dire, waouh, leur idée, là, elle est bonne, mais moi, j'ai pas de solution pour le moment. Mais finalement, on voit qu'ils arrivent à progresser et se dépatouiller. Je pense pas que tous les projets pourront aboutir, mais finalement, je me dis que dans un projet, ce qui est important, c'est la démarche. Le chemin parcouru et pas forcément la finalité et la réalisation. Mais justement, Guillaume, c'est ce que tu nous disais dans nos échanges, c'est qu'il y a plein d'idées, mais ensuite, il y a aussi un peu un tri qui se fait en fonction de la faisabilité et Oui. de l'utilité. Alors, dans ma commande au tout début, la première séance de l'année, en fait, parce qu'on commence directement par l'idéation, je leur demande de me proposer 20 idées sur une feuille par îlot. Donc, ils commencent à réfléchir tout seuls, ils mettent ensuite leurs idées en commun et ensuite, on va commencer à réfléchir un peu à savoir ce que l'on peut garder, ce qui nous semble vraiment trop complexe à mettre en œuvre. Euh, on va aussi avoir une phase de recherche d'antériorité sur le site de l'INPI, voir ce qui existe déjà, voir ce qui n'existe pas encore, pour éviter d'inventer quelque chose qui existe. Donc ça, effectivement la deuxième séance, elle est pointée vers l'INP. Et Moi, ensuite, ben, j'ai des questions avant, puisque là, je vois les diapos qui défilent. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, hein. N'hésitez pas, soit dans le chat, soit ouvrir vos micros pour interagir par rapport à ce qui est proposé. Euh, Moi, Guillaume, j'avais deux questions. Euh, c'est bien à chaque fois, cette démarche projet, elle est sur le temps en classe, hein. c'est ça. Là, je suis sur les cours de technologie. Et ça prend combien de temps, cette démarche-là, sur un Alors, projet? pour le moment, sur ma progression, je dirais que je voudrais que tout soit terminé pour le 1er mai, environ 1er 7 mai. Euh, Là, la démarche, elle a un double objectif. En fait, on organise dans l'Académie d'Amiens des Olympiades des sciences de l'ingénieur pour les élèves de collège. Alors, juste sur le bassin de Soissons. Et les élèves vont présenter physiquement et en présentiel leur projet sur une grande journée qui se déroulera dans un lycée technique. Et donc, voilà Et pourquoi en nombre d'heures, ça représente combien de temps? bah, on va dire qu'on est sur les 2 tiers de l'année. Donc, 36, 24 semaines à 1 heure et demie. Ok. Donc, ouais, c'est ça. Ma deuxième 24 question, fois une c'était heure et demie. Et on est ma à deuxième 36 question, heures c'est environ. ouais, ma deuxième question, merci pour ces renseignements. C'est on est bien, nous, en train d'intégrer la démarche projet en tant que démarche et en tant qu'intérêt de démarche en tant que tel. Comment on gère la frustration des élèves qui n'aboutissent pas à la finalité que eux s'étaient projetés par rapport à leur projet? Alors, le fait que leur idée soit partenue au sein du groupe, c'est ça? Mhm. Alors, soit l'idée pas retenue, soit l'idée est retenue et finalement, comme tu le disais toi-même, leur idée me semble très très bonne, mais je ne sais pas comment la réaliser. Finalement, eux non plus, ils essayent et finalement, ils n'y arrivent pas et ils voient que d'autres y arrivent. Comment est-ce qu'on arrive à gérer cette situation peut-être potentiellement de frustration des élèves? Ben, on peut ramener ça à la réalité et se dire, OK, on a réfléchi à 4 et ça marche pas.
est-ce qu'on peut pas aussi s'ouvrir à un autre groupe en leur disant là, on a un problème et est-ce que vous seriez prêts à venir nous aider? Souvent, ça peut fonctionner comme ça. Alors, j'ai des groupes qui viennent sur mes heures de temps libre, hein. Je pense que mes collègues de techno, voilà, c'est des choses qu'on vit assez fréquemment. Nous, on a aussi un gros dispositif de Warfare. On a des élèves qui vont venir sur ces dispositifs et sur ces heures supplémentaires où ils vont pouvoir travailler. Mais en règle générale, ils arrivent toujours à trouver une solution. Moi, je peux les aiguiller en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas un objet qui existe déjà et qui pourrait se rapprocher dans la philosophie de votre projet? Et donc là, on va pouvoir s'ouvrir un peu et aller voir ces choses. Après, on est dans des démarches de conception voilà, plutôt habituelles sur des diagrammes FAST. On aura déjà défini les fonctions. Comment est-ce que je vais accomplir telle fonction et telle fonction techniquement? Et là-dessus, les élèves arrivent à avancer. Ok, Donc, merci Guillaume. je pense que je retrouverai cette année la cuillère autochauffante, par exemple. C'est un projet où le fouet automatique, le batteur automatique, voilà, c'est des choses sur lesquelles il devrait déboucher, mais peut-être difficilement et quelque chose qui va être difficilement, comment dire, intéressant financièrement, etc. aussi dans le calcul des coûts. Ok, alors j'ai pris la parole, n'hésitez pas donc à interagir, ouvrir vos micros. Je sais qu'il est 19 heures passé de 2 minutes. Malgré tout, je trouve que ce webinaire est fort intéressant et je te propose de continuer, Guillaume, ton propos. Mhm. Et donc voilà, après, je le dis, hein, la démarche, elle est dictée par le programme de technologie. On connaît tous les grandes étapes, on a pu en parler avant sur les travaux de groupe. Moi, il y a vraiment ce démarrage sur l'idéation qui va peu coller avec le programme de technologie, quoi qu'on va avoir pour le moment, en tout cas, notre première compétence sur identifier un besoin et finalement l'idéation, c'est ça aussi. Ensuite, on va avoir la recherche d'antériorité et ensuite, on va avoir la planification. Et derrière, ben, on va rentrer dans la réalisation du cahier des charges. On va être dans la recherche de solutions pour la partie électronique dans un premier temps, le prototypage, la recherche de solutions pour la partie mécanique, le prototypage. Et à la fin, essai et validation du prototype. Voilà pour la partie technologie. Ensuite, mon équipe de l'atelier codage et robotique. Alors, je vous ai présenté son profil un peu tout à l'heure, hein. Voilà, j'ai des élèves qui sont un peu rodés. Euh, et là, en fin de compte, la méthode CQFD, elle va suffire. Parce que c'est des élèves qui ont, depuis 3 ans, pris l'habitude de lire leur environnement pour trouver des idées. Et donc là, en une demi-heure, donc c'est les idées que les 15 élèves m'ont proposées. Euh, et ensuite, on va s'arrêter un peu et voir un peu aussi ce qu'on va choisir. Donc pour choisir avec eux, très rapidement, ils vont faire une recherche sur Internet, voir si ça existe déjà. On va s'intéresser à la faisabilité ensuite. Et généralement, là, il va nous rester deux, trois projets à la fin et on va procéder à un vote à main levée pour choisir sur lequel on va travailler. Pour l'organisation de ce groupe, euh, on en parlait l'autre jour avec Pascal, hein, on est sur une démarche empirique et en autogestion. Aujourd'hui, ce groupe-là, c'est un groupe, euh, on parlait avec Pascal l'autre jour en s'amusant voilà, il y a une posture de lâcher prise chez l'enseignant et je disais que moi, avec ce groupe, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une posture de rien. Je suis présent, mais en fin de compte, ils vont se débrouiller d'un bout à l'autre. Donc voilà, j'ai trouvé cette boîte de jeu l'autre jour qui illustrait plutôt bien. Débrouille-toi, le jeu d'équipe où chacun fait ce qu'il peut. Et en fin de compte, ça marche comme ça. La semaine dernière, j'ai accueilli 3 nouveaux élèves. Et il y a un élève qui était là et qui dit, ben, moi, ces élèves-là, je vais les prendre avec moi et je vais les former. Donc les initier en fin de compte à la programmation. C'est des élèves de sixième qui est arrivé. Et il dit, voilà, moi, à partir d'aujourd'hui, pour eux, je vais être leur formateur et je rejoindrai le groupe de travail sur le projet juste après. Donc voilà, là ici, c'est un groupe qui a l'habitude de tourner, c'est des élèves qui ont l'habitude de cette démarche. Alors je dirais, aujourd'hui, elle est plus empirique, elle est autogérée. Et donc c'est eux qui vont se dire, OK, maintenant on a l'idée, et qui vont dire, bon ben, qui s'occupe de faire les recherches sur la partie électronique et la programmation?
Vous, il va falloir regarder un peu comment on va pouvoir le fixer, et ils vont vraiment se débrouiller comme ça. On peut avancer. Alors, les finalités et l'organisation des projets. Donc, on a l'idéation au départ. On va ensuite passer sur le prototypage, la réalisation de la vidéo, évidemment, pour le concours. Mais tous les projets ne s'arrêtent pas là. On a un projet qui a été primé il y a 3 ans maintenant. Et les élèves ont décidé de continuer de le faire vivre. Et là, on est vraiment entré dans la démarche entrepreneuriale. Ils ont décidé de le fabriquer en série, d'en faire la promotion ensuite au sein de Soissons, en tout cas. Et je vous propose de regarder pour clôturer peut-être une vidéo qui va vous présenter la finalité de ce projet, en tout cas. Observent leur importance avec Est-ce que le son marche? Mm. Oui. J'ai partagé le lien. Super. gestes barrières conservent leur importance avec cette recrudescence et justement le lavage des mains est devenu une habitude dans les écoles. À Soissons, des élèves du collège Gérard Philippe réalisent un tableau destiné aux tout petits. Son but, leur apprendre les gestes adéquats. Rémi Vivenot, Arnaud Wust. Des capteurs, des LED, quelques éléments en plastique et voici le lave-tes-mains. On va passer la main juste devant, puis il y aura une lumière qui va afficher à quel moment on va devoir se laver les mains. Ici, on va devoir se laver les mains au niveau de la paume. Depuis plusieurs mois, une fois par semaine, ces élèves volontaires du collège Gérard Philippe de Soissons travaillent avec leurs enseignants à concevoir et réaliser ce petit tableau pour aider les plus jeunes à se laver les mains correctement. On doit prendre les images pour que, comme ça, les enfants, quand ils regardent, ils savent très bien ce qui... Comme ça, ils ne voient pas que des lumières bouger, ils voient ce qu'il faut faire en même temps. Juste à côté, on se charge de la programmation. Le tableau fonctionne avec un simple chargeur de téléphone et coûte une 50aine d'euros, mais personne n'y avait apparemment pensé. Ça a apporté une belle dynamique parce que c'est des élèves volontaires et finalement être au service des autres, c'est quelque chose qui les intéresse et qui les touche. Moi, de mon côté de professeur de technologie, ça permet de développer les compétences de programmation, les compétences de réalisation et donner un bel exemple de ce que peut être la technologie. Pas question d'en rester là, l'invention va être distribuée dans des écoles. Cet après-midi, les collégiens sont venus la porter et la présenter aux enfants de la maternelle Louise Michel. Tu vois, ça va s'allumer. Fais le même truc. Ça peut être une aide justement pour leur faire penser à bien suivre toutes les étapes, à prendre le temps de se laver les mains, parce qu'il y a des enfants qui expédient un petit peu la chose aussi. Et non, ça peut être vraiment très bénéfique pour les enfants de maternelle. Le projet a été financé dans le cadre du dispositif de cité éducative. Il a reçu un prix national. Le lave-tes-mains doit équiper prochainement une vingtaine d'écoles maternelles et de crèches du Soissonnais. Merci. Les gestes barrières conservent leur importance avec... Alors, on se souvient tous de ce moment où... Je voulais juste revenir sur juste un petit propos de Guillaume qui disait qu'on est sur un peu sur un projet entrepreneurial parce qu'on a une fabrication voilà, en série. Mais je dirais que ne serait-ce que juste avoir un modèle économique, ils ont dû réfléchir à ça, c'était juste suffisant, même s'il n'est pas produit, etc. Mais il y a toute la réflexion aussi, c'est si on devait le vendre, comment on ferait, quoi. Alors, une question pour toi, Guillaume. C'est quelle posture que tu adoptes chaque fois pendant les projets? Est-ce que ça dépend de l'idée de projet? Est-ce que... Alors, dans l'atelier, je m'efface à 95%, je dirais. Mhm. Je vais être présent à la fin de l'heure, vérifier si le matériel est bien rangé. Et à la limite, c'est tout ce que je vais faire. Parce que voilà, les élèves sont très très autonomes. Euh, en troisième, je vais être dans une posture d'accompagnateur. C'est-à-dire que je vais être vraiment dans du soutien émotionnel parce que parfois la recherche est complexe pour eux. On parlait tout à l'heure de quand ils trouvent pas. Voilà, moi, prendre une posture où je vais être vraiment dans le soutien émotionnel, dire OK, on trouve pas comme ça. Est-ce qu'on peut pas choisir un autre axe d'attaque, entre guillemets, du problème? Est-ce qu'on peut pas réfléchir différemment? De quoi on a besoin? De quoi vous avez besoin? Voilà, donc
pour ce qui est de ma posture. Après, évidemment, je vais faire des apports techniques, mais, euh, mais pas au-delà de... Et vraiment quand c'est nécessaire. Mm. On a une remarque dans le chat, dommage que la technologie disparaisse en sixième. Mm. Eh oui. C'est une remarque que je partage, évidemment. Évidemment. J'ai une question. J'ai vu un projet endométriose. C'est quoi l'idée derrière ça? Alors, le projet endométriose, c'est une élève qui, voilà, il a émergé très très vite cette idée. C'est une élève dont la sœur ou la cousine, je sais plus trop, est touchée et le diagnostic a pris énormément de temps. Alors, elle fait les recherches pour justifier son besoin et la recherche, enfin, le diagnostic pour l'endométriose, généralement, il est posé en 7 ans. Et de là, elle s'est dit, mais c'est dommage parce qu'avec un simple questionnaire, en fait, on peut déjà détecter plusieurs signes d'endométriose. Et voilà, donc elle veut créer un système qui va poser des questions simples auxquelles on va répondre par oui ou par non. Et la finalité, c'est que sur l'afficheur, va juste s'afficher à la fin du questionnaire, bah, il est peu probable que vous soyez touché par l'endométriose ou vous présentez un nombre de symptômes conséquents et pensez à en parler à votre médecin. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos intervenants avant de... Moi, j'ai une dernière question. C'est par rapport au matériel. Parce que alors là, techno est supprimé en sixième, mais il faut dire aussi que par exemple, moi j'ai encore reçu un mail, enfin, on n'a plus le droit d'utiliser de perceuse à colonne dans nos salles, par exemple. Donc j'ai vu, si j'ai bien observé hein, dans les vidéos, j'ai vu du collage, je pense qu'il y a de la découpe. Qu'est-ce qui reste comme outil, comme matériel que tu peux utiliser et que tu utilises actuellement? Bon, évidemment, sauf, je ne parle pas du prototypage de la carte microbit, hein, parce que ça, on a le matériel. Alors, j'utilise cisaille guillotine thermoplieuse, impression 3D, découpe laser. Et les D'accord. perçages, c'est moi qui les fais. Parce que nous, on a quand même encore le droit de percer. Ah ben, moi aussi, je fais mes perçages, mais j'ai pas le droit de laisser les élèves le faire. Non, mais les perceuses à colonne, il faut qu'elles finissent dans la réserve. Oui, c'est ça. Et donc, nous, elle est dans la réserve et les élèves tracent et je vais percer. OK. Merci beaucoup en tous les cas, Guillaume, pour ce retour d'expérience. Moi, je retiens que, par exemple, sur l'endométriose, on voit bien que si le CQFD, si l'idéation ne fonctionne pas, soit lié à l'actualité, soit lié à des problématiques pas uniquement de loisirs, mais une Mmh. émergence d'un besoin personnel, ben, si ces projets-là, et là on est bien en dehors du concours Yes We Code, mais si d'une manière ou d'une autre, les élèves arrivent à donner vie à une idée, à écouter leur créativité, à s'exprimer et à donner, donner corps d'une manière ou d'une autre, parce que je pense que ça faisait pas du tout partie du cahier des charges que de passer sur France 3 Picardie. Euh, donc, c'était pas une idée lancée au départ et parfois ça peut aller bien plus loin que ce qu'on avait imaginé. Donc, en tous les cas, essayer, voilà, leur donner le goût de l'essai, le goût de la créativité, ouais, le goût de peut-être réussir et peut-être pas, mais c'est pas grave. Le but, c'est voilà, de se lancer, d'essayer et de voir ce qui arrive. Donc, je pense que l'idée maîtresse, c'est bien celle-ci, ouais. Et la capacité de lire le monde dans lequel ils évoluent. Mm. Parce que finalement, trouver une J'ai- idée, c'est comprendre le monde dans lequel je suis. Alors, est-ce que Pascal, tu as un ou deux mots pour conclure? Bah, moi, un ou deux mots, c'est un peu aussi sur la suite de ce que Guillaume dit aussi, c'est qu'à travers justement ces démarches, on voit la démarche citoyenne, on voit la puissance que ça peut prendre aussi au niveau du développement de l'élève. Moi, j'adore parler avec Guillaume
surtout quand il y a la notion de posture. Quand il a parlé les deux cadres, on a bien vu les deux façons aussi d'adopter des postures et de voir ce que des élèves sont habitués en autogestion, de quoi ils sont capables, quoi. Et ça, je trouve que c'est grâce à cette démarche de projet et de ce lâcher-prise qu'on peut avoir par rapport à tout ça que les élèves ils peuvent faire des choses extraordinaires, quoi. Donc la posture est quelque chose d'intéressant et importante pour nous professionnels en même temps aussi dans la démarche. Voilà. Merci beaucoup pour ces retours. On a dépassé largement les 19h, il est 19h16, mais j'ai remis dans le chat. La plupart d'entre vous l'ont fait de nous laisser vos adresses email pour qu'on puisse vous envoyer l'enregistrement vidéo de ce webinaire. Merci infiniment, Pascal, Guillaume, pour vos interventions, vos retours, à tous les participants, participantes pour vos questions, vos interactions. Et je rappelle, j'ai remis le lien. C'est toujours le même pour récupérer vos avis sur ce webinaire. C'est toujours important pour nous, quelle que soit la thématique, de recueillir vos témoignages. Dans quelle mesure ce webinaire a répondu ou pas à vos attentes, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, le format, la durée, que sais-je. Donc, surtout, prenez quelques minutes. C'est le choix F, je crois, dans le questionnaire. Et il est en vert, il me semble. Sur la démarche de projet, voilà, votre académie et ce qui vous a intéressé, ce qu'on peut améliorer. Merci Merci beaucoup à beaucoup. toutes et à tous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Pascal et merci Guillaume. Guillaume et Merci à Guillaume. vous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde, merci, à bientôt.